Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mardi 19 octobre 2021. On se réveille ce mardi avec cette préoccupation qui fait la une des journaux et surtout un grand bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'affaire des IVG, les interventions volontaires de grossesse. Entendez par là donc l'interruption volontaire de grossesse. Le sujet agite la toile et suscite de vives réactions dans les milieux intellectuels et même dans la haute sphère politique. On se souvient de cette aversion affiché par le président de l'Assemblée nationale face à cette réalité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans Mardi Santé sur Actu Matin, on s'intéresse à cette problématique des IVG avec Dr Raphaël Totomin. Il est médecin épidémiologiste mais aussi coordonnateur du projet de plaidoyer avec le Collège national des gynécologues obstétricien. On fera donc le débat avec lui dans un instant. Plus loin, les autres articulations de l'émission Les Sports avec Hakime Seydou Osseni. On parlera football avec le document de la semaine. Coup de projecteur sur Bertrand Nkoué. C'est une pépite à suivre, nous dira le sportif maison. On ira également à la découverte d'un spécialiste du marquage et de gravure sur bois et cuir. Son nom, Aurel Dagbas, très passionné de ce métier plutôt singulier. Nos guides dans cet exercice d'immersion sont bien entendu William Sanoussi et Moufid Sabouan. Et puis Eloge Somadjibi, il est conseiller clientèle à Canal Plus Bénin. Il viendra nous dire la surprise du mois d'octobre chez Canal Plus, la nouveauté et tout autre. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, après le silence d'hier en raison de la célébration de la fête de Maouloud, eh bien nos collègues de la presse écrite nous reviennent ce matin en force. On va commencer par fraternité, création d'une zone économique Bénin-Nigeria, les idées convergent. Et puis lutte contre le trafic de stupéfiants, sale temps pour les leaders, pour les dealers plutôt, des fonctionnaires de police, eaux et forêts et chasse arrêtés pour complicité dans l'affaire de 10,5 kg d'héroïne. Il faut dire que cette information vous viendra tout à l'heure en son et en image dans le bulletin de William Click. Formation en tourisme, hôtellerie et restauration, puis réforme de la réglementation, le comité de pilotage et de suivi mis en place. À la une maintenant du quotidien de service public, la nation lutte contre le trafic de drogue, tolérance zéro face aux dealers. Encore une saisie et de nombreuses arrestations. La nouvelle génération, simplification du paysage politique national, ne faut-il pas la fusion de l'UP, du BR, du PRD, de Moël Bénin et de tous les autres partis soutenant les actions de Patrice Talon, s'interroge le journal. Et puis, vie des partis politiques, la force Corée pour un Bénin émergent ne se laisse pas distraire, déjà la remobilisation enclenchée.
L'informateur, saisie de drogue, interpellation et incarcération de suspects, plus de cas au trafic. La politique du Bénin en matière de répression montre son efficacité. Et puis, assistance aux victimes des inondations, le président Patrice Talon au secours de 70 000 sinistrés. Dynamisme Info, tournée nationale du secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent, la base solidaire de Hunkpe laisse une leçon politique aux démissionnaires. Les 4 vérités, formation en tourisme, hôtellerie, restauration et réforme de la réglementation, les organes de pilotage et de suivi technique installés. Et puis après la démission de certains cadres du parti et la création de la nouvelle alliance, le parti FCBE se porte bien, rassure Paul Hunkpe. Des militants à la base désavouent les conseillers démissionnaires. Quotidien Le Routier, succès à mi-parcours de la tournée de remobilisation des militants FCBE à la base. L'envergure des rassemblements donne la preuve que les militants restent solidaires derrière le secrétaire exécutif national Paul Hunkpe. Quotidien La Cloche, performance économique dans l'espace UOMOA, l'agence Bloomfield relève la note en monnaie locale du Bénin à A-A. Et puis Paul Hunkpe et son état-major sont en tournée de remobilisation. Défi Info, en dépit des démissions observées, les militants FCBE à la base demeurent mobilisés. Et puis réussite du colloque scientifique de la DGI, Nicolas Yenoussi salue le leadership du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani. L'investigateur du jour, le Bénin qualifié brillamment chez les filles à l'issue du tournoi de Cotonou. Nous sommes là avec le championnat d'Afrique par équipe des 12 ans et moins de tennis. Et puis Paul Hunkpe à la rencontre des militants de la 24e circonscription électorale. La FCBE est la locomotive qui peut drainer cette série de trains de l'opposition au Bénin. L'autre vision, fusion de l'UDBN et du Bloc républicain, Claudine Prudencio concrétise un rêve pour l'éclosion des militants du parti UDBN. Lire l'intégralité de l'acte consacrant cette union sacrée. Info Matin, recomposition du paysage politique UDBN-BR, le vivre ensemble acté pour de nouveaux défis. Et puis situation sanitaire dans la commune de Kalalé, le CS de Néganzin, un honteux éléphant blanc. Le chasseur info, la vie de nos universités, rectorat de l'université d'Abomey-Calavi, la machine du professeur Félicien Ablessi s'installe. Le professeur Maxime Dacruz a marqué durablement l'histoire de l'université d'Abomey-Calavi, dit le professeur Ablessi. Et puis la légende doit continuer, conseille le professeur Maxime Dacruz, recteur sortant. Les directeurs et directeurs adjoints prennent fonction ce jour, nous apprend le chasseur info. Matin libre, système partisan au Bénin, PRD, Moël Bénin, la dernière chance se questionne, matin libre. Et puis le matinal à présent. Mise ensemble du parti au cheval blanc cabré et de l'UDBN, le BR prend une autre dimension. L'accord formalisé précise le matinal. Et puis rénovation et modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi. Plakodji, libérer les pêcheurs dédommagés. Une information qui reviendra également en son et en image tout à l'heure dans le bulletin de William Clécan. William, bonjour. Bonjour à vous, Wahab, et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, son et image du bulletin matinal, les titres. Bien sûr, les titres avec à la une ce matin. Tous les conducteurs de taxi-moto ne sont pas émidjans au Bénin. C'est par le vocable zé qu'on les désigne à l'Intitengou dans l'Atakora. Découvrez le quotidien de ces goulots d'étranglement de la mobilité dans la cité des Nantos avec le deuxième magazine taxi-moto de cette semaine dans le mini-journal. Également au chapitre 10 kg
grammes, 500 grammes d'héroïne arraisonnée après les plus de 2 tonnes de la semaine dernière par les autorités béninoises. Cette fois, des forces de l'ordre sont citées dans l'affaire de trafic de stupéfiants. La Criette en parle par le biais de son procureur. C'est à suivre dans un instant. Mais avant, Wahab Alik Para vous installe avec le tout premier magazine de ce bulletin d'information. Yes, c'est la rentrée. La rentrée, oui, mais à petit prix. Jusqu'au 31 octobre 2021 chez Microland Informatique, équipez-vous en matériel informatique et bureautique à des prix cadeaux. Grâce à nos packs spécial rentrée, des ordinateurs portables, des imprimantes et copieurs, des accessoires d'ordinateur et tout ce qu'il vous faut pour démarrer cette rentrée en beauté. Tous nos produits sont garantis 12 mois, service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Téléphone 95 95 28 24. Microland Informatique, votre solutionnaire numéro 1 en impression, en papeterie et bureautique. William Cliquant l'annonçait tout à l'heure, les conducteurs de taxi moto sont d'une aide capitale à Nati Tengou et tout le monde a recours à ces acteurs pour leur service de déplacement. Ils sont généralement appelés Zé dans la cité des Nanto. Mais comment devient-on Zé à Nati Tengou? Quelle moto utilisent-ils et quelle tenue pour les reconnaître? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Abdou Sabi Idrissou et Régis Hippolyte Agossou. Communément appelé Zé, à Nati Tengou, comme dans plusieurs localités du département de la Takora en général, les conducteurs de taxi-moto de la cité de Nanto sont non seulement reconnus par leur maillot aux couleurs nationales, mais aussi et surtout par les motos utilisées pour le travail. À Nati Tengou, c'est les motos Yanana qu'on utilise. Et les gens de Nati Tengou n'aiment pas les motos embrage, surtout Bajaj. Ils n'aiment pas les motos Bajaj, c'est les Yanana. Si on utilise Bajaj, on ne gagne pas les clients. Moi-même, je suis venu trouver comme ça. Et moi-même, j'ai pris Yanana et j'utilise. À Nati Tengou, notre couleur, c'est le drapeau du Bénin. Vert, jaune, rouge. Donc le vert est complet et le jaune est coupé en morceaux, collé derrière et l'écriture est en rouge. Mais comment devient-on de façon légale conducteur de taxi-moto à Nati Tengou? Le ZEM est un métier aussi comme tous les autres. Avant de commencer ça, il faut d'abord s'approcher du tes supérieur et demander des renseignements parce qu'il y a des papiers qu'il faut fournir. Je suis allé voir le président de mon association qui m'a donné une fiche que j'ai payée. Après cette fiche-là, je suis allé acheter le maillot à 2000 et je suis allé à la mairie, j'ai eu le numéro à 5000. Après ce préalable, l'individu identifié à la mairie par son numéro retourne vers son association qui devra désormais répondre de lui pour une enquête de moralité et d'éventuels conseils de bonne conduite en circulation. Quand il vient là, nous, le quartier, lui l'habille, on nous pose toutes ces questions. On prend toutes les informations là sur le papier. Et ici, on prend son contact et contact d'un voisin, d'un parent, on prend ça. Avant, les sécurités le prennent et ils lui montrent le code. Un peu pour voir s'il maîtrise, on dit prends-moi. On dit prends ça, c'est interdit. Il prend, on l'amende. Maintenant on le revient, on l'amène à la raison de la manière, il faut rouler sur la voie. À ce stade, l'intéressé peut signer un contrat avec un particulier qui lui laisse une moto en travail payé. En ce qui concerne le travail payé, je crois que l'individu s'entend avec le propriétaire qui peut l'acheter la moto à l'état nouveau. Là, il lui remet la moto, ils s'entendent, c'est-à-dire j'ai un contrat quoi, à durée déterminée. Peut-être les contrats vont être de 11 mois à 1 an. Donc il vous remet la moto, vous travaillez et vous lui rendez compte par jour. Ça dépend du prix que vous vous êtes fixé pour que vous finissez votre contrat à temps. Il y a des moments où la moto se gâte. Et lorsque la moto se gâte, que vous êtes en contrat, c'est votre problème. C'est vous qui payez les frais de réparation chez le mécanicien. Le propriétaire, ce n'est pas son problème. Lui, il est assis, il attend ses 2000 francs par jour. Mais lorsque vous démarrez une activité, aussi petite ou aussi grande qu'elle puisse être, ça dépend de ce qui vous amène dedans. Et si vous savez que vous devriez manger dedans, vous devrez vous nourrir dedans, vous devrez vous soigner dedans.
vous devez vous donner. Des contrats souvent difficiles à gérer, mais qui n'empêchent pas le Zemidjan de s'en sortir. Moi, je suis conducteur de taxi moto. Mais tenez-vous tranquille, je ne me plains pas. Parce que j'ai le minimum. Et pour moi, lorsqu'on a le minimum, on peut dire qu'on est heureux. C'est vrai, tous les jours, ce n'est pas rose. Mais j'ai le minimum parce que je peux manger, je peux nourrir ma petite famille, je peux me soigner, je peux me vêtir. Donc j'ai le minimum. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais je remercie Dieu. Mais dans ce grand nombre de conducteurs de taxi-moto à Nati Tengou se trouvent des brebis galeuses. Certains manquent de franchise et d'autres d'hygiène. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout propres. Quand il te prend, tu veux vraiment vite arriver là où tu vas et descendre. Parce qu'il n'est pas propre, il y a aussi l'odeur corporelle. Il suffit seulement qu'il respire là, tu es dégoûté. Deux personnes auront le même numéro, c'est très dangereux. Si tu prends un client par exemple, et tu disparais avec le colis du client, il vient donner le numéro. On regarde, on voit que celui qui a le vrai numéro n'est même pas concerné. Alors que celui qui a le faux numéro, lui disparaît dans la nature. Aussi dégoûtantes que soient ces attitudes de certains qui tentent de ternir l'image de la masse, la plupart des émigrants de Nati Tengou vivent dignement de leur métier. Et malgré les taxes annuelles qui les font courir ça et là en fin de chaque année, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et deviennent, au bout d'un an ou plus, propriétaires de motos. Alors, William Killican, les pluies de ces derniers jours, sinon de ces dernières semaines, ont causé d'inondations dans la commune de Zianyanado. Et vous nous dites que les acteurs de la NPC étaient au chevet des populations. Absolument. Les visiteurs ont apporté des vivres aux sinistrés et bien d'autres produits de première nécessité. Le don marque le soutien et la solidarité du gouvernement à l'endroit des plus vulnérables. C'est un premier secours d'urgence et pourrait être suivi de plusieurs autres appuis au profit des cas critiques qui pourraient s'avérer dans la suite. Le point avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouillon. L'acte fait suite aux dégâts causés dernièrement par la crue des cours d'eau traversant le département du Zou. L'inondation a touché plusieurs localités des diverses communes de la région à Gonli. Aux populations victimes de Pédekpo et d'Ovi dans la commune de Zianyanado, le gouvernement a apporté du soutien. Le don est composé de vivres et autres produits de première nécessité. L'appui subséquent vient de l'Agence nationale de protection civile ANPC et va permettre aux sinistrés de satisfaire quelques-uns de leurs besoins. Après ces événements douloureux pour les populations, nous sommes là pour les accompagner, leur apporter ce que nous appelons dans notre jargon une première assistance d'urgence. Nos populations, surtout de l'arrondissement de Pédekpo et de Dovi, en l'occurrence les populations de Agonve, de Wometo, Lokalangpe, Boto, à Kangon dans Dovi, sont totalement inondées. Nous avons demandé l'assistance de tout le monde, mais nous venons de recevoir un lot important de vivres, de moustiquaires, de nattes de la part de l'Agence nationale de la protection civile et donc du gouvernement de notre pays. Nous sommes très constants et nous sommes rassurés que nous allons travailler dans la quiétude. Dans le rang des membres de la délégation de l'agence donatrice, ce don est une première assistance d'urgence. À ceci pourrait succéder ultérieurement d'autres appuis pour prendre en charge spécifiquement et convenablement les cas critiques qui seraient dénombrés parmi les victimes de l'inondation. À travers les interventions de la NPC, le gouvernement pense prévenir ou gérer au mieux les risques et catastrophes à la base. Plusieurs autres actions du genre sont en prévision pour renforcer la protection civile, ont affirmé les responsables de l'agence. C'est surtout la décentralisation de la gestion des catastrophes et donc de l'assistance. Et ça, c'est à travers le FONCAT qui est actuellement une réforme importante du gouvernement. Mais en dehors de ça, le gouvernement s'évertue aussi à faire des investissements durables qui permettent quand même de réduire l'impact des pluies, des inondations sur les populations. Le gouvernement est en train de faire sa partition, de jouer sa partition, mais comme on le dit, la protection civile, c'est à la base que ça se fait et c'est chacun qui assure sa protection. Et donc, il est question pour nos communautés, par rapport à tous les messages que nous leur donnons, par rapport à toute la sensibilisation qui est faite, que ces communautés-là développent la culture du risque
pour être moins vulnérables. La remise de ce lot de dons témoigne de la solidarité du gouvernement envers ces populations vulnérables, en plus des projets envisagés par l'État central en vue de l'aménagement du territoire. Les autorités à la base ainsi que les populations sont appelées à jouer aussi leur partition pour que se réduisent les problèmes liés aux catastrophes naturelles. Imet Hélène Amoussou sur le secours du gouvernement aux sinistrés de Zanyanado. Parlons d'assistance. On quitte les sinistrés pour des guépis cette fois. L'opération de libération des espaces publics illégalement occupés se poursuit à Cotonou. Après Filleyon 1 dans le 13e arrondissement, c'est Roulakodi dans le 5e qui a été la cible de l'opération hier. Dans la matinée de ce lundi, bien sûr, le site a été libéré quelques jours après les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement pour soulager les occupants. Une fois encore, l'opération a été conduite par le préfet du littoral, Alain Oronla, appuyé par des éléments de la police républicaine, Henri Ganti et Narcisse Alossé pour le point. Après les séances de sensibilisation de mise en demeure, place à l'action. Tôt ce lundi 18 octobre 2021, les habitants de Roulakodi dans le 5e arrondissement de Cotonou ont reçu une visite peu ordinaire, celle du préfet du littoral, accompagné d'engins lourds. Ce n'est pas normal que Cotonou, en 2021, soit composé de ghettos, de constructions, certes, en matériaux définitifs par endroits, mais de véritables labyrinthes, des dédales qui ne sécurisent pas la population et qui n'embellissent pas la ville. Il faut donc nettoyer l'écurie et l'instant d'une journée, ces mastodontes ont fait montre d'un appétit sans égard. Dans l'après-midi déjà, des gravats s'étendaient à perte de vue sur cet espace. Les occupants, eux, ont reçu quelques jours plus tôt des chèques de 5 millions de francs CFA par ménage, plus des fiches d'attribution de terrain aménagées en bordure de la mer dans la commune de Semekpoudji. Vous avez constaté l'effet de cette procédure, c'est que le site est libéré quasiment aux 2/3. Donc ça veut dire que la planification du gouvernement du président Patrice Talon a fait ses effets. Une fois que nous avons libéré, que nous avons relogé, il n'y a pas de raison que le site prenne des vacances. Pas de vacances donc pour ce site sur lequel est destiné un projet de viabilisation. Ce n'est pas un nouveau projet. Le projet de reconstruction de ce site est un vieux projet qui a traversé les temps et les régimes, mais qui a manqué d'une volonté ferme. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est chose actée. On aura donc un site qui intègre le programme de restructuration et de modernisation du centre administratif et commercial de Gari. Tout un programme de réurbanisation de la cité économique de la ville phare du Bénin qui prévoit aussi l'érection des bâtiments administratifs de type nouveau, un réceptif hôtelier de grand standing et bien d'autres édifices. On rejoint notre antenne régionale de l'Ouémé Plateau pour cette information en titre. Le dispositif mis en place par le gouvernement pour lutter contre le trafic de drogue continue de faire des prouesses après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt à PK10 à Ekpé. C'est une nouvelle saisie de 10 kg cette fois, 500 g d'héroïne qui a été opérée. Une affaire dans laquelle sont impliqués des agents de la police et des eaux, forêts et chasse. Pour éclairer l'opinion, le procureur spécial de la Criette a fait ce matin un point de presse. Suivez ici les précisions et les explications avec Herma Rodonou et Barnabé Massin. Le mardi 12 octobre 2021, peu après 15 heures, le sieur Touré Abdelkader a été interpellé au quartier Toplébé, dans le 1er arrondissement de Cotonou, en compagnie de 3 autres personnes, par l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs, au CERTID. L'intéressé est arrivé à Cotonou 1 heure plus tôt par le vol Rwandair en provenance d'Afrique du Sud et porteur d'une valise, la remettait au nommé Madouka Oké lorsqu'il a été mis aux arrêts. La fouille de cette valise a permis d'y découvrir, caché dans les différentes parois, cet emballage d'une poudre blanchâtre d'un poids total de 10 kg 500 g. À l'analyse de cette substance, il s'est
avéré qu'il s'agissait de l'héroïne. Des aveux des sieurs Touré et Madouka, ainsi que de l'exploitation des différents éléments de preuves collectées, il est apparu que ceux-ci ont bénéficié de la complicité des fonctionnaires de police et des eaux et forêts en service à l'aéroport international de Cotonou. Ces fonctionnaires, au nombre de 6, ont curieusement déserté le poste du travail à l'atterrissage du vol ce mardi 12 octobre 2021. Ils ont, par conséquent, tous été interpellés. Au total, 10 personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées, sachant que le destinataire final du produit, ainsi que les autres membres de ce qui apparaît comme un réseau organisé, ont été d'ores et déjà identifiés et font l'objet d'une recherche active. Cette nouvelle procédure intervient 2 semaines après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt à Ekwe, et pour laquelle 12 personnes, dont des membres très influents d'un cartel utilisant l'Afrique de l'Ouest comme point d'expédition de grandes quantités de drogue vers l'Europe, ont été inculpés et placés en détention provisoire. À l'ouverture de l'enquête, il est apparu que certains d'entre eux étaient recherchés par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens. Il faut préciser que jusqu'à leur arrestation au Bénin, ces individus avaient toujours réussi à passer les mailles de la traque policière. Il est à rappeler que le 18 mai 2021, une précédente saisie de 145,5 kg de cocaïne était intervenue au port de Cotonou. Dans cette procédure, 14 individus sont poursuivis et des mandats d'arrêt ont été émis contre d'autres personnes, ce qui pèse des soupçons de participation au trafic. Au nombre de celles-ci figure le sieur Hubert Albert Bernard Gouté, qui a été récemment interpellé à l'aéroport Mohamed V de Casablanca en exécution d'un mandat d'arrêt émis par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. D'ores et déjà, une demande d'extradition a été adressée aux autorités judiciaires du Royaume du Maroc. Ces différentes interpellations permettent de souligner l'efficacité des services en charge de la lutte contre le trafic de drogue. Ces services donnent ainsi la preuve de ce qu'ils sont de plus en plus aguerris et appliquent, sans retenue, la politique pénale du gouvernement tendant à une tolérance zéro face au trafic de stupéfiants. Je souligne pour terminer qu'au terme des articles 967 et suivants de notre code pénal, le trafic de stupéfiants est prévu et puni d'une peine d'emprisonnement de 15 ans. Je vous remercie. Voilà le procureur spécial de la Criette face à la presse hier à Porto-Novo. Allez, on va prendre maintenant la direction de l'archipel. On nous apprend que le dimanche dernier, les Cap-Verdiens ont voté le premier tour de l'élection présidentielle avec 7 candidats en lice. Le scrutin s'est déroulé Wahab sur l'étendue de l'archipel et dans plusieurs pays de la diaspora. Sur place, la mission d'observation électorale de la CEDEAO conduite par son chef de mission, le général Salou Djibo, ancien président du Niger, a sillonné les bureaux de vote pour s'enquérir du déroulement des opérations de vote. Christian Azanlujan était avec lui ainsi que Elvis Donoucoin. Jour J pour le premier tour de l'élection présidentielle au Cap-Vert. À peine ouvert tôt ce dimanche, ce bureau de vote enregistre son premier électeur. Comme dans la plupart des centres de vote de Praia, la capitale, les agents électoraux de la Commission nationale électorale ont tenu le pari de l'ouverture à l'heure des bureaux. Précautions sanitaires liées au Covid-19, plus ou moins respectées par endroits. Néanmoins, le vote se déroule sous le regard du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO au Cap-Vert et la délégation qui l'accompagne. On a pu constater donc tous les bureaux de vote, les personnels sont tous en place et le matériel. Maintenant, il reste les votants donc, et les représentants des candidats.
Le matériel est en place, le personnel aussi est en place. Les électeurs vont se réveiller doucement, mais c'est ceux qui viendront. Dans l'après-midi, nous verrons que ça se sera amélioré. C'est dans l'après-midi que l'affluence est constatée au niveau des bureaux de vote. Des électeurs dans des files attendent leur tour. Ils sont un peu plus de 398 000 citoyens capverdiens et de la diaspora à s'inscrire sur la liste. Après 11 heures de temps électoral, les résultats provisoires seront connus la nuit du dimanche. Les tout premiers qui sortent à compte-gouttes et diffusés sur des sites spécialisés donnent déjà l'alerte de la victoire d'un camp, comme ici, dans les rues de la capitale, où les partisans du candidat de gauche José Maria Neves s'exultent. La nuit ici s'annonce longue. Du côté de la commission de la CEDEAO, la mission d'observation électorale fera sa déclaration préliminaire sur le déroulement. Eh bien, image à l'appui, on prend les précisions sur le verdict de ce scrutin. Les résultats provisoires de cette élection présidentielle au Cap-Vert sont connus depuis la nuit de dimanche après la fermeture du dernier bureau de vote. José Maria Neves, membre du PAICV, Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, élu président dès le premier tour, âgé de 61 ans et ancien premier ministre de la gauche historique. Il a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue face à son principal rival, Carlos Viega, candidat du MPD, Mouvement pour la démocratie, parti au pouvoir. Et c'est ainsi qu'on va quitter le territoire insulaire, revenir sur les côtes de Cotonou, et Wakaba Likbara poursuit Actu Matin avec vous. Merci William Cliquant. Actu Matin se poursuit bien entendu. Dans un instant, on va installer notre plateau de discussion. On parlera dans mardi santé de cette problématique des IVG, les interventions volontaires de grossesse, avec Dr Raphaël Totognon. Il est médecin épidémiologiste et coordonnateur du projet de plaidoyer avec le Collège national des gynécologues obstétriciens. On fera donc le débat avec lui. Mais avant, voici les sports avec Hakim Seydou-Seni. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Hakim Seydou-Seni, bonjour. Wahaba Lekbara, bonjour, mesdames, messieurs, bien bonjour. Allez, on jette un coup d'œil, sinon un coup de projecteur sur Bertrand Nkoué. Exactement, vous l'avez déjà annoncé en entame donc de cette émission. Bertrand Nkoué, on parlera de lui. C'est un jeune gardien de but qui nous a été révélé à l'occasion des tournois des grandes vacances initiés du côté de la commune de Kandi par son promoteur. Je veux parler de El Hadji Rabiou Amadou Djibril. C'est à l'occasion de ce tournoi que ce garçon a été donc décelé. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Vous le découvrirez dans un court instant. Mais avant, commençons déjà par nous intéresser à ce qui fait l'actualité du football en Europe, puisque bien évidemment les différents clubs après la trêve internationale retrouvent les aires de jeu à l'occasion de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Plusieurs rencontres vont se disputer ce mardi et puis mercredi. Commençons déjà par nous intéresser au match prévu pour ce mardi pour faire constater que le club Brugge reçoit à partir de 17h45 Manchester City. C'est une rencontre apparemment très ouverte puisque ces deux formations
rivaliseront pour bien évidemment contrôler désormais les débats au niveau donc de la poule composée non seulement de Manchester City, du Club Brugge, mais également du Paris Saint-Germain puis de Leipzig. Justement, le Paris Saint-Germain jouera ce soir face au club allemand de Leipzig, un club qui est emmené par un ancien de la maison parisienne. C'est bien le jeune Christopher Nkunku, 23 ans, cet international fait désormais partie des meilleurs artificiers de cette Ligue des Champions. Il est déjà à 4 buts, c'est le joueur à craindre du côté donc de Leipzig, même si ce week-end il n'a pas marqué à l'occasion de la Bundesliga. En face, le Paris Saint-Germain sera privé au Wahab de Junior Neymar, qui est donc forfait. Douleur aux adducteurs, ne sera pas seul. Angel Di Maria, l'Argentin également sera absent. Mauricio Pochettino aura donc, je dirais, à recomposer son animation offensive. Il peut compter peut-être sur Mauro Icardi qui revient, quoique et les 2 derniers entraînements, il les a manqués pour des problèmes conjugaux. Le match entre le Paris Saint-Germain et puis Leipzig est prévu pour 20h. Les autres affiches pêle-mêle comme ça, Besiktas joue contre le Sporting Lisbonne. Liverpool, leader de sa poule, sera l'adversaire à jouer de l'Atlético, puisque les Anglais seront bien entendu en déplacement. Porto affronte le Milan. C'est à suivre le duel entre le Shakhtar Donetsk et puis le Real Madrid. C'est à 20h pile minute. Et puis 2 autres affiches très intéressantes prévues pour ce mardi. L'Inter de Milan jouera contre Sheriff tombeur, on rappelle, du Real Madrid lors de la 2e journée. Puis enfin, l'Ajax Amsterdam sera l'adversaire à jouer du club allemand de Dortmund. Ces rencontres sont prévues pour ce soir. La première à 17h45 et puis les autres, ce sera à 20h. Vous aurez les résultats de ces différentes affiches demain quand on se retrouvera pour Sport Matin. Intéressons-nous. Revenons maintenant sur le document. Exactement. Une pépite à suivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. À l'état civil, vous l'avez déjà dit, Wahab, il s'appelle Bertrand Nkoué. Il est né le 6 septembre 1999 à Kandi. Le jeune gardien, tout à fait, le jeune gardien, disais tout à l'heure, Wahab Alikbara, c'est un pur produit des tournois des grandes vacances, initié donc du côté de la commune de Kandi par son promoteur El Hadji Rabiou Amadou Djibril. C'est bien lui le président de AS Takouné, de la même localité qui évolue donc en ligue professionnelle. Il a été très tôt découvert, ou plutôt il a très tôt découvert le championnat professionnel alors qu'il venait de faire son admission à l'université de Parakou. C'est au thème, je rappelle, donc d'une finale du tournoi des grandes vacances que le président des Buffs FC du Parakou, Nyansounou Laurent, qui était en déplacement pour soutenir son collègue donc de AS Takouné, c'est à ce moment seulement qu'il a été découvert parce qu'il a frappé dans l'œil de ce président. C'est lui d'ailleurs qui l'a amené donc du côté de Parakou pour commencer donc à goûter, je dirais, aux délices de la ligue professionnelle. Il en a fait une année professionnelle. C'est vrai qu'à son arrivée, il y avait déjà 2 gardiens presque titulaires au niveau de la formation des Buffs de Parakou. Il n'a pas eu le temps donc de bousculer la hiérarchie. Il a été simplement renvoyé, donc renvoyé c'est un peu trop fort. Il a été prêté à Abeille, c'est un club qui évolue en 3e division et c'est là seulement Wahab Alikbara que ce garçon a fait forte sensation. Je n'en dirai pas plus. On va y aller à la découverte de Bertrand Nkoué. C'est un document de 7 minutes réalisé par Ali Moumouni. Bertrand Nkoué signe son retour dans le championnat professionnel du Bénin. J'ai signé cette saison avec Aspac. C'est un bon club. J'ai joué avec pas mal de joueurs de ce club. On se connaît un peu. Et l'intégration n'a pas été vraiment difficile pour moi, puisque j'avais déjà goûté un peu à la première division. C'était en 2018 où Bertrand signait son premier contrat professionnel avec les Buffs du Borgou. Âgé seulement de 18 ans, il était déniché pour assurer la doublure de Sheriff Dinkakpo. Après cette saison, le jeune gardien de but, pour avoir assez de temps de jeu, demande un prêt. Après ma première expérience, et la 2e saison s'est annoncée bon. Donc je vais dire dans le système que j'ai grandi un peu. J'ai connu pas mal d'expérience. Donc il fallait aller me chercher au fait. Aller me chercher pour compétir, pour avoir des marques dans les jambes. Donc c'est ce qui m'a poussé à réclamer un prêt où je pourrais aller dans un club et mieux m'exprimer. Donc c'est sur ce les dirigeants m'ont fait un prêt pour Abeille. Et un club de 3e division où je suis venu avec joie. Avec joie, pourquoi? Parce que je savais déjà qu'en venant dans une division inférieure, j'allais mieux m'exprimer, j'allais aussi peut-être me faire révéler
avec peut-être pas mal de matchs. Donc c'est comme ça que je suis venu à Abeille. Et cette saison-là, les choses n'ont pas été faciles parce que le corona est venu tout gâter. Donc ça a aussi été une expérience. Et la saison qui a suivi après le coronavirus, j'ai continué avec Abeille. C'est vrai, j'ai eu pas mal d'offres pour jouer en Ligue Pro, mais personnellement, j'ai décidé de continuer avec Abeille, puisque j'étais venu pour le temps de jeu. Donc je me suis dit que j'allais me calmer, finir ce que je devais faire la saison qui a été interrompue par le coronavirus. Donc je pense que c'est la raison qui m'a poussé à rester à Abeille pour finir ce que je voulais commencer en fait. Au cours de la saison 2020-2021, Abeille FC engage un nouvel entraîneur qui met de côté le jeune joueur. Mais après une phase à l'épiteuse, il ramène Bertrand dans les buts. À la fin de la saison, le jeune gardien de but dispute 10 matchs lors de la phase retour, réalise 8 clean sheets et encaisse seulement 2 buts. Abeille FC termine la saison 2e au classement. Depuis le 1er septembre 2021, Bertrand Onkoué s'est engagé avec l'association sportive du port autonome de Cotonou. Actuellement âgé de 22 ans, il a le profil bien taillé d'un vrai gardien de but, 1m90 pour 80 kg. À côté, le natif de Kandi a déjà beaucoup appris et s'est suffisamment préparé pour faire face à la concurrence. Je suis venu à SPAC pour me hisser à un niveau, pour me faire sortir du lot. Mais il y a déjà la concurrence qui est là. Mais je pense bien travailler dur et m'investir beaucoup pour pouvoir atteindre mon objectif. Recruté par les Buffs du Borgou alors qu'il jouait seulement les compétitions universitaires et de proximité, Bertrand a compris la pertinence de son nouveau défi. Et ça n'a vraiment pas été facile là-bas. Et puisque j'étais jeune, je venais à peine de commencer, donc il y avait assez de choses à vivre. Oui, parce que quand tu es jeune, tu arrives dans un monde où on ne veut que le professionnalisme. C'est un peu difficile. Il y a des exigences, il y a des obligations à remplir. Et bon, il y avait aussi beaucoup de choses à faire. Mais après 6 mois déjà, je peux dire que je suis rentré dedans. Je suis rentré dans la BAC. Et ça a fini par payer. Ça a fini par payer. Bon, l'expérience que je garde des Buffs du Borgou, après mon parcours, mes débuts là-bas, je comprends juste que le football, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de maturité dans la tête. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y avait mes parents, il y avait ma famille, il y avait aussi ces quelques personnes qui me parlaient beaucoup et qui me faisaient comprendre que ça faisait partie de la vie et qu'il fallait passer par là pour grandir. Oui, donc c'était un peu ça. Et je peux aussi remercier le président du club, celui-là qui a cru en moi et qui a exigé en ce moment qu'on me recrute. Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Il travaille régulièrement pour atteindre ses objectifs. Jouer le haut niveau dans un championnat UP et porter le maillot de l'équipe nationale. Aujourd'hui, je suis à SPAC. Mon ambition, c'est de faire une bonne saison cette année. C'est de faire une bonne saison pour pouvoir me hisser au rang des grands gardiens du Bénin. Donc ça, c'est mon ambition première. Et pour continuer, pourquoi pas sortir du pays, sortir du lot. Donc c'est un peu ça. Pour mes séances individuelles, j'essaie de travailler plus sur mon physique, l'endurance, parce que c'est vraiment important de travailler l'endurance pour pouvoir maintenir sa forme. Je mets aussi l'aspect sur le travail tactique, le travail mental, parce que quand je viens travailler seul, j'essaie d'enrichir mon mental, de souffrir seul à l'entraînement. Souffrir seul, c'est-à-dire de donner plus pour pouvoir me surpasser. Et c'est ça qui va m'aider dans le collectif du groupe. Aujourd'hui, c'est vraiment les atouts qui sont recherchés, plus chez un gardien de but, les relances. Donc j'essaie de travailler aussi ça. Quand je viens seul, j'ai mon ballon, j'essaie de travailler plus la précision
Et quand je trouve quelques personnes qui sont là sur le terrain, j'essaie de les appeler pour qu'ils puissent m'aider. Et j'essaie de travailler aussi ce côté-là. Au départ, le nouvel espoir de l'association sportive du port autonome de Cotonou jouait au poste des centrés. Il a une bonne qualité balle au pied et dispose également d'une très belle relance. Aujourd'hui, il retrouve le niveau professionnel et sera sans doute la grosse révélation de la saison prochaine. La pépite assure Bentran Unkwe Wahab, Bahreïn FC, club amateur, c'était à Kandi, Buffle FC, club professionnel pour une saison, Abeille FC, club de 3e division pour une saison et un peu plus à cause de la Covid-19. Et puis, cette fois-ci, désormais, pour le compte de la saison sportive qui va démarrer instamment, ASPAC, l'association sportive de Port-Autonome de Cotonou, 1m90, 80 kg. En gros, c'est ce qu'on retient de la pépite à suivre. Tranquille. Merci à vous, Hakim Seydou. Vous restez avec nous pour que puisse nous rejoindre tout à l'heure Herman Anyambosu, Zakiat Latunji, accompagné bien entendu de Dr Raphaël Totonyon. Il est médecin épidémiologiste. Avec lui, on va parler de ce sujet plutôt qui fâche et qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien entendu de la problématique des IVG, les interventions volontaires de grossesse. Analyse, appréciation des uns et des autres à suivre dans un instant. ESM Bénin, école supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'école supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur nos différents sites. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Renforcez la sécurité chez vous avec Microland Informatique. Grâce à nos solutions complètes de sécurité domestique et professionnelle, Hikvision. Plus de soucis à se faire pour vos magasins, vos boutiques, vos bureaux et votre maison. Avec nos caméras de surveillance et nos contrôles d'accès Hikvision, c'est zéro intrusion chez vous. Tous nos produits sont garantis 12 mois. Service après-vente Hikvision et livraison assurée. Découvrez plus d'offres dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Téléphone 95 95 28 24. Microland Informatique, distributeur exclusif de la marque Hikvision. Avec Canal+, accédez à encore plus de chaînes pour toujours plus de plaisir. Vous êtes au courant de la nouvelle? Toujours plus d'émotions. Avec Canal+ Première, la chaîne 100% inédit. Vibrez devant les derniers blockbusters, les plus grandes séries internationales et les documentaires événements. Wow. Toujours plus de divertissement avec Canal+ Pop, la chaîne 100% show. J'espère que vous êtes prêts. Au programme, humour, actu, télé-réalité, concerts et découvertes. Toujours plus de savoir avec Nathan TV, la première chaîne éducative en français. Bonjour les enfants. Pour tout comprendre du programme scolaire du CE1 au CM2. Et toujours plus de bonnes nouvelles, puisque Nathan TV et Canal+ Pop sont maintenant inclus dans toutes les formules. Profitez-en vite. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Allez, juste après nos échanges de ce matin, nos guides, Wouliat Sanoussi et Moufid Sabouran, vont nous conduire en immersion à la découverte d'un homme au métier plutôt singulier, un spécialiste donc du marquage et de gravure sur bois et sur cuir. L'auteur, c'est bien entendu Aurel Dagba. On verra de quoi cela retourne dans quelques instants. Mais avant, on fait le débat sur cette question qui fâche en quelque sorte et qui fait grand bruit, disais-je, sur les réseaux sociaux. À l'Assemblée nationale, on en parle. On connaît la position des uns et des autres par endroits. Akibé Sudoseni, rebonjour. Bonjour. Rebonjour. Oui, bonjour. Et docteur Raphaël Totognon, je disais, vous êtes spécialiste, médecin épidémiologiste. Avant le débat, on va jeter un coup d'œil sur ces images qui nous sont réalisées par Zakiat Latoundji et on revient sur le plateau. L'avortement ou l'interruption prématurée de grossesse est la 3e cause de décès maternel au Bénin. Selon des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé en 2020, 113 millions d'avortements liés à la grossesse et à l'accouchement sont enregistrés par an dans le monde. On distingue plusieurs formes d'avortement. L'avortement spontané, couramment appelé fausse couche, dû à une maladie ou sans cause connue, et l'avortement provoqué. Celui-ci est pratiqué soit pour des raisons thérapeutiques et est appelé alors interruption médicale de grossesse, soit pour des raisons non thérapeutiques et est appelé interruption volontaire de grossesse. La pratique de l'avortement au Bénin est autorisée légalement sur prescription médicale lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont fixées par la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relatif à la santé sexuelle et à la reproduction en son article 17 et prend en compte 3 points spécifiques à savoir. Lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte et sur demande de la femme lorsque le fœtus est porteur d'une malformation grave. Et selon les statistiques, cette loi touche un cas de grossesse non désirée sur 5. Ces mêmes statistiques renseignent que les avortements clandestins constituent 15% du taux de mortalité maternelle au Bénin. Et pour les femmes remplissant les conditions fixées par la loi, 2 types de services de soins sont disponibles. Les méthodes médicales avec l'utilisation de pilules et les méthodes chirurgicales, encore appelée l'aspiration manuelle sous vide. La pratique de l'avortement est réglementée et plusieurs étapes doivent être respectées avant et après l'intervention.
Voilà, on revient maintenant sur le plateau pour parler de cette question. IVG, c'est bien entendu l'interruption volontaire de grossesse. Nous allons prendre l'explication, je dirais, technique du spécialiste sur le plateau, Dr Raphaël Totoyon. Rebonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Que comprendre par IVG concrètement? Merci, monsieur le journaliste. Auditrice c'est nos téléspectateurs. Téléspectateurs de la chaîne Canal 3, bonjour. Bonjour. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de venir parler d'un sujet qui diffère un peu la chronique. Mais d'abord, je tombe sur votre question qui demande que peut-on comprendre par IVG. L'interruption volontaire de grossesse, comme vous le dites, l'expulsion du produit de conception fœtale aux alentours de 22 semaines d'aménorrhée, dira l'Organisation mondiale de la santé, et dans les pays africains, aux alentours de 24 semaines d'aménorrhée, comme le cas au Bénin. L'interruption volontaire de grossesse est de façon terre à terre la demande ou la volonté d'une femme qui décide de mettre un terme à la poursuite de sa grossesse dans les conditions prévues par la loi. Parce que ce fait, comme vous le savez, dans le monde entier, est canalisé, est encadré par les législations. En tant que tel, il y a des pays dans lesquels l'interruption volontaire de grossesse est légalisée, comme dans la plupart des pays européens, comme dans 4 pays africains aussi, comme la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Mozambique. Il y a d'autres pays dans lesquels la femme peut accéder à l'interruption volontaire de grossesse sous certaines conditions, comme c'est le cas au Bénin, depuis la loi 2003-04 du 3 mars 2003. Et puis, il y a les pays dans lesquels l'interruption volontaire de grossesse est complètement interdite, quel que soit le motif. De façon globale, c'est ce qu'on peut retenir. Alors, Hakim, cette affaire, ça fait grand bruit un peu partout parce que c'est devenu une affaire carrément. Oui, c'est devenu une affaire. Sinon, un gros dossier, un gros dossier puisque c'est agité également au niveau du Parlement. Quelle lecture vous en faites, étant devenu un phénomène, sinon un sujet de société? C'est plutôt un sujet de société. Et quand on a entendu le docteur Raphaël, c'est que nulle part on ne retrouve, je dirais, la main visible ou invisible de masculin. Parce qu'à l'avoir entendu, on parle d'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire que c'est la porteuse de la grossesse qui décide de s'en débarrasser dans des conditions bien précises. Et il finit pour dire que, quelles que soient les conditions, il y a des pays où c'est complètement interdit. On n'accède pas à l'interruption volontaire de grossesse. Mais, je dirais dans le non officiel, c'est que très souvent, il y a cette main qu'on peut appeler visible ou invisible, parce que très souvent, de façon un peu remarquée, ce n'est pas que forcément de la volonté de la femme de passer à une interruption volontaire. Quand c'est comme ça, ce n'est plus une interruption volontaire. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a catégorisé plutôt qu'on entend ailleurs parler d'avortement et ailleurs on entend parler d'IVG. Est-ce qu'il y a une différence entre un avortement en le mettant sous le couvert un peu péjoratif de l'intervention ou peut-être de la non-entente entre monsieur et madame, et bon, on finit par dire la grossesse, on ne va pas la conduire à terme parce qu'on n'est pas prêt, parce que monsieur ne se reconnaît pas d'un consort. Donc, eh bien, ça sonne péjoratif. Mais quand on parle d'interruption volontaire de grossesse, c'est un peu trop beau, quoi. C'est-à-dire, quoi, la femme décide de ne pas garder tout ce qui est autour. Je ne sais pas si les technologies utilisées de part et d'autre, c'est selon que c'est la femme qui décide. Et bon, là, c'est IVG. Mais lorsque c'est le masculin qui se fait surprendre et dit, mais attention, on n'est pas prêt, on ne s'était pas entendu sur ça, et tout ce qui est autour. Moi, je n'en veux pas. Ou madame même dit que papa, elle est trop sévère, donc je ne pourrais pas conduire la grossesse à terme. Est-ce que c'est en ce moment qu'on parle d'avortement? Bref, c'est un peu pour voir. Est-ce qu'il y a pas un péjoratif quelque part utilisé à la place d'un terme aussi trop beau quand on parle d'IVG? Docteur. Merci, monsieur le journaliste. Je vais situer un peu le contexte international africain, puis béninois. Allons-y. Très rapidement. Les Nations Unies
depuis septembre 2015, on définit 17 objectifs de développement durable, dont le numéro 3 est celui qui doit garantir la santé et le bien-être pour tous. Au niveau de ce ODD 3, nous avons 9 cibles. La 3.1 qui demande à tous les pays de ramener au-dessous de 70 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. La 3.2 parle de la mortalité infantile, néonatale et des 0 à 5 ans. La 3.7 qui parle de l'accès universel de toute personne à l'information et à l'adoption ou au choix d'une méthode contraceptive. Ça, c'est les Nations Unies selon les ODD. Mais par rapport à la législation, de quoi il s'agit? Le protocole de Maputo du 11 juillet 2003 est le premier traité international des droits humains qui garantit et qui demande expressément, c'est-à-dire bien sûr de l'organisation proclamée par l'organisation de l'unité africaine, et qui demande expressément à tous les États de garantir aux femmes l'accès aux services d'avortement. De garantir aux femmes l'accès aux services d'avortement. Ça, c'est le protocole de Maputo. C'est une garantie, mais ce n'est pas une obligation. De garantir aux femmes, voilà, le droit aux services d'avortement. Notre pays a ratifié ce protocole le 22 août 2014. Ça, c'est au niveau africain. Et vous voyez, dans notre constitution, je voudrais dire, dans la loi 2019-40, portant révision de la loi 90-32, portant constitution de la République du Bénin du 11 décembre, il est dit à l'article 7, ancien comme nouveau, et ça, tout le monde peut aller le lire, que tous les accords et conventions proclamés et garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples font partie intégrante de notre constitution. Or, le protocole de Maputo, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui l'a dit le 11 juillet 2003 et notre pays l'a ratifié le 22 août 2014. Ça veut dire quoi? Il s'agit d'un sujet d'ordre planétaire et sur le plan africain. Et le Bénin est partie prenante. Le Bénin est partie prenante et a ratifié cela depuis le 22 août 2014 et qui demande expressément à tous les pays membres de garantir aux femmes. Quel est le tort que nos législateurs ont commis en 2003 en prenant la loi 2003-0 au cas du 3 mars 2003? Moi, je lui ai dit bravo. Ce n'est que la mise en application de la ratification de notre pays de ce protocole de Maputo du 11 juillet 2003 que nous avons ratifié le 22 août 2014. Et je rappelle, notre constitution dit en son article 7 que tous les accords et conventions internationaux et proclamés par la Charte africaine des droits de l'homme font partie intégrante de notre... Pourquoi vous ne voulez pas que l'État ou le gouvernement ne donne pas, n'accepte pas à cette demande de la Charte africaine des droits de l'homme pour un protocole que nous avons ratifié? Je vais vous dire quelque chose. La loi 2003-04 du 3 mars 2003 ne permet qu'à une femme sur 5 qui a une grossesse non désirée de pouvoir accéder à l'interruption volontaire de grossesse. C'est ça. Et au Bénin, l'avortement clandestin est la 3e cause de décès des femmes chez nous, dans notre pays. Après, bien sûr, l'hémorragie qui encadre la période avant, pendant ou après l'accouchement et l'éclampsie, qui est un tableau clinique, bon, que je ne voudrais pas décrire ici sur ce plateau. La 3e cause de décès des femmes chez nous, c'est l'avortement. Les mouvements successifs ont agi sur les 3 premières causes par la mise en place des SONU au niveau de la formation sanitaire et aussi les SONU communautaires. Il reste, malgré ça, notre pays n'a pas réussi à baisser suffisamment le taux de décès maternel. En effet, les statistiques de 2018 ont prouvé que dans notre pays, 391 décès maternels sur 100 000 naissances continuent d'avoir cours. Autre chose, 1500 femmes béninoises continuent de perdre la vie en voulant aller donner la vie. 200 femmes meurent au Bénin pour avortement clandestin
par an. Alors que dans le monde entier, nous connaissons que il y a 800 décès de femmes par jour liés à la grossesse ou à l'accouchement. Lorsque nous ramenons le contexte au Bénin, nous avons environ 4 à 5 femmes qui meurent par jour en voulant donner la vie ou pour une cause d'avortement. Le projet de loi introduit par le gouvernement permet de résoudre ce problème. D'accord, on va revenir sur ce projet de loi, mais on note que les chiffres sont alarmants quand on s'inspire donc de votre développement. Zakiat Latoundji, votre appréciation sur cette question des IVG, surtout de l'avortement, tel que c'est pratiqué au Bénin, en tout cas dans la pratique, ce qu'on note. Alors, qu'est-ce qu'on note dans la pratique? Il y a la loi de 2003-04 dont le docteur Totonyo a largement parlé, qui définit les conditions dans lesquelles un avortement peut intervenir. Et justement, d'après les statistiques, avec ces conditions-là, en respectant ces conditions, c'est seulement une femme sur 5 qui a la possibilité d'avoir accès à un service adapté pour un avortement. Mais on sait très bien, en observant, en faisant un peu l'état des lieux, qu'il y a énormément d'interventions de grossesse, d'avortement clandestin. Et il y a des chiffres également par rapport à ça. Et j'estime même que ces chiffres ne sont pas suffisamment explicites. Parce que ce n'est malheureusement ça, c'est pas... ce qu'on a pu noter. Ça. Voilà ce qu'on a noté. Et de façon clandestine, il y a beaucoup de femmes qui s'adonnent à l'avortement. Mais moi, ma grosse interrogation, en tout cas, en faisant l'état des lieux de cette manière, on comprend que c'est un enjeu important. Il y a un véritable problème de santé qui se pose. Il faut arriver à permettre aux femmes d'avoir accès à des services de santé adaptés si elle veut avoir recours à un avortement. Mais moi, ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait au niveau de la loi que toutes les femmes ne peuvent pas avoir accès aux services adaptés en matière de... Et c'est limité seulement à une femme sur 5. On va écouter le docteur Raphaël Totonyo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le rapport de l'étude de l'évaluation des besoins en plaidoyer pour l'avortement sécurisé, réalisé dans notre pays en avril 2018, et puis dont les résultats sont publiés en mai 2018, ont donné les proportions ou les pourcentages des cas de viol, des grossesses issues de viol, d'inceste, et puis des femmes qui ont une grossesse dont la poursuite pourrait menacer leur vie ou leur santé. Et c'est ça qui nous fait dire aujourd'hui que toutes proportions gardées, lorsqu'on se met dans l'exercice de faire une addition de ces pourcentages, nous n'arrivons pas à peine à 20%. Ça fait un cas sur 5. Et les 4 autres femmes qui ont une grossesse non désirée, sur 5, et qui ne peuvent pas accéder au service d'IVG du fait de la loi. Alors que le protocole de Makoto, que notre pays a ratifié, demande expressément à tous les gouvernements de garantir l'accès au service d'avortement aux femmes. Si notre gouvernement, en analysant sur les 2 premières causes de décès dans notre pays, constate qu'on n'a pas réussi à pouvoir ramener, à réduire suffisamment le taux de mortalité maternelle, il y a autre agenda qui nous attend. Je parlais tantôt des ODD. Tous les pays du monde. Un rendez-vous de 2030. 2030. Et qui demande à tous les pays de ramener le taux de mortalité maternelle au-dessus de 70 sur 100 000 naissances vivantes. Je dis bien en 2018, nous sommes encore à 391. Le même ODD, au niveau de la CIP 37, demande à tous les pays de ramener le taux de prévalence contraceptive d'ici 2030 entre 55 et 65%. Notre pays en 2018, nous sommes à peine encore à 18%. Il faut donc tout mettre en œuvre pour pouvoir améliorer les choses. Ce nouveau projet de loi parle de tout cela, de l'accès au droit à l'information, au choix d'une méthode contraceptive, tout ça là. Tout cela pourrait concourir, voilà, à accélérer la réduction de mortalité. N'oubliez pas, nous sommes tenus par des standards internationaux. Bien appuyés à travers les 3 résultats transformateurs, dit que pour réduire ou pour accélérer, bien sûr, la mortalité maternelle, nous devons agir tout de suite 3 choses. 1. Nous devons couvrir, nous devons réaliser tous les besoins non couverts en planification familiale. Nous devons réaliser 0 décès maternel évitable. Et nous devons réaliser 0 violence
basées sur le genre et les pratiques néfastes comme la mutilation génitale féminine. C'est possible selon vous? Les projets de loi introduits par le gouvernement actuellement à l'Assemblée permettent de s'aligner à ces résultats transformateurs du pays. Et ne sont pas seuls dans. Le Bénin n'évolue pas en vase clos. Oui, mais puisque vous avez parlé, par exemple, des services en matière de planification familiale, ça reste un véritable problème. Est-ce qu'il ne faut pas agir aussi sur ce point-là quand on sait que les différentes structures qui interviennent dans ce domaine travaillent depuis des années pour permettre aux femmes d'avoir accès à des services de planification familiale? Et avoir accès à un service de planification familiale reste quand même un gage pour éviter, par exemple, une grossesse indésirée, ce qui ne va pas vous exposer à un avortement. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché en parlant de ces méthodes, de la planification familiale pour les populations? Merci beaucoup, madame la journaliste. Le taux de prévalence contraceptive, la planification familiale, le nombre de femmes qui adhèrent à la planification familiale dans notre pays bat un peu de l'aile. Et ça, vous avez parfaitement raison, pour plusieurs causes. D'abord, pendant plusieurs années, nous avons été focalisés sur la femme, sur la femme, sur la femme. Alors que nous sommes dans un régime patriarcal, excusez-moi, je ne suis pas miso, et l'homme doit, le chef de ménage doit pouvoir être impliqué au cœur du choix ou de l'adhésion à une méthode de contraception. Et ça, progressivement, les stratégies sont en train de corriger cela. Autre chose, les services d'offres de planification familiale doit pouvoir être rapproché le plus possible des bénéficiaires. Et ça, le gouvernement, les gouvernements successifs sont en train de faire beaucoup d'efforts à aller dans ce sens. Autre chose, nous devons arriver à la gratuité des produits contraceptifs. Et cela... On en est encore loin pour l'instant. Non. Mais ces produits sont presque donnés. Ça coûte pas grand-chose. C'est là que je suis en train d'aller. Le plan opérationnel de réduction de la mortalité maternelle et non natale 2018, 2022 du ministère de la Santé veut mettre à l'échelle d'ici 2022 la gratuité de tous les produits constatés au niveau de toutes les formations sanitaires publiques et privées dans notre pays. Ce n'est pas du leurre. C'est des gens d'Adam. Bon, l'accès à ces méthodes de contraception. Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Nous parlons plutôt. Excusez-moi. Pourquoi il y a eu un ferto, les stratégies successives n'ont pas marché jusque-là. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas aussi ce n'est pas seulement la nécessité économique ou vraiment par rapport à la distance. Il y a les barrières, les préjugés. Les préjugés d'abord, je dirais corporels, et les rumeurs qui sont colportées de bouche à oreille. Lorsqu'une femme adhère à une méthode contraceptive et que quelques jours, quelques semaines, elle ne commence pas à sentir des malaises, elle devient une contre-propagande pour l'accès à la planification familiale. Au lieu de retourner au centre de santé dans lequel on l'a mise sous la méthode, elle ne commence pas à parler à la voisine. Ah, quand j'ai pris ça, voilà, je ne commence pas à avoir les maux de tête, la nuit je ne dors plus, ma tension ne commence pas à augmenter, je ne commence pas à augmenter de poids, et paraît-il. Et puis, autre chose, la belle-mère. Les belles-mères sont aussi un obstacle parce qu'ils disent généralement à nous les garçons qui sommes les fils, si tu laisses ta femme aller au planning familial, elle va se prostituer. Et tous sont les mots. Mais il n'y a pas que ça. Les barrières religieuses. Tous les Béninois sont d'une certaine congrégation religieuse, y compris moi-même. Les barrières religieuses nous permettent-elles d'accéder aux méthodes contraceptives? C'est là aussi de l'autre pesanteur que nous devons pouvoir chercher. En résumé, il y a beaucoup d'éléments qui militent à ce au faible taux de violence contraceptive dans notre pays. Oui, mais quand vous parlez de ces méthodes de contraception, on sait qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que les méthodes modernes de contraception offrent beaucoup plus de taux d'efficacité. Et donc, on est sûr qu'en utilisant ces méthodes, mais il y a les méthodes naturelles aussi de contraception. Est-ce que ce n'est pas possible d'agir sur ces méthodes naturelles de contraception pour atteindre les populations? Il n'y a aucune stratégie d'un partenaire technique et financier, ni d'une organisation de la société civile, comme ABPR, PSI, le Collège national des gynécologues du Bénin, qui interdit l'utilisation des méthodes naturelles de contraception. Personne ne l'interdit. Mais les méthodes naturelles ont fait leur preuve, n'ont pas réussi à augmenter le nombre, le nombre de grossesses qui surviennent chez les femmes. Autre statistique,
Sur 10 femmes béninoises qui disent ne voulons pas tomber enceintes, elles sont un peu moins de 3 à adhérer à une méthode contraceptive. Si vous ne voulez pas, qu'est-ce que nous comprenons? Comprenez l'avortement clandestin comme étant une restriction de la loi qui ne leur permet pas d'accéder à l'avortement sécurisé. Oui. Et ça encourage le caractère clandestin avec son cortège. Autre chose. Son cortège de dégâts. L'avortement n'est que la conséquence d'une grossesse non désirée dont on veut s'en débarrasser. Mais pourquoi ne pas prévenir la survenue d'une grossesse non désirée en allant adhérer à une méthode de planification, qu'elle soit naturelle ou moderne? Alors, à quel moment la grossesse est non désirée? Sur quelle base peut-on dire qu'une grossesse est non désirée? C'est la femme qui décide de ce que la grossesse est non désirée, ou est-ce que c'est le monsieur qui pense que c'est non désiré? Le couple. Mais de plus en plus, on a l'impression que quand on en arrive à l'avortement, ce n'est pas forcément le couple qui finit, c'est à couteau tiré. Il n'y a pas unanimité. Il n'y a toujours pas unanimité. Très souvent, il n'y a pas. Vous retrouvez la femme seule aller dans le centre de santé pour gérer son avortement. Parce que la paternité de l'enfant est contestée. Monsieur est en repli, et ainsi de suite. Donc, je crois que même à ce niveau, un travail devrait normalement se faire. Je crois qu'il vaut mieux prévenir en amont que de commencer par réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour... Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Allons-y. Nous parlons de la planification familiale. Les vrais opposants à la planification familiale sont les vrais demandeurs des services d'avortement dans la clandestinité. Je dis, j'assume. Je suis sur plateau de télévision. Je dis bien, les vrais opposants à la planification familiale sont les vrais demandeurs des services d'avortement. C'est ça. Tout le reste, nous jouons de l'hypocrisie. Ils sont les plus nombreux à frapper à vos portes, c'est ça? Nous sommes sollicités, opposants, comme les non-opposants, à la planification familiale, d'accord, au service d'avortement. Mais la majorité vient des opposants, ceux qui refusent la Pas forcément les opposants, je ne voulais pas les stigmatiser, mais qu'ils reconnaissent qu'ils sont demandeurs, parce qu'ils vont t'appeler pour dire « Ah, c'est ma nièce, non, c'est ma seule fille, et j'ai un plan pour elle, elle doit voyager, et elle doit évoluer dans les études, etc. Elle a 3 mois du baccalauréat. » Qu'est-ce qui prouve parfois même que c'est leur vraie nièce, s'ils ne sont pas auteurs? Je dis bien, la plupart des opposants, mais ne sont pas eux. Ils ne sont pas seulement eux qui sont demandeurs des services d'avortement. Donc, pour la plupart du temps, nous jouons à de l'hypocrisie en mettant en paix. Les autres, ils ont les moyens d'accéder à l'avortement sécurisé. Oui. Mais les autres qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'avortement sécurisé et qui sont coincés par la loi, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, le projet de loi actuel permet à 4 femmes sur 5 d'être sauvées. C'est de cela qu'il s'agit. À partir de quel moment on arrive à établir que cette grossesse-là est véritablement indésirée et qu'il faut avoir recours à un service d'avortement sécurisé? Voilà. Oh, dans le nouveau projet de loi, il y a plusieurs secteurs ministériels qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir établir. Vous savez, par exemple, dans l'ancienne loi, la loi 2003-04 du 3 mars 2003, comme dans la nouvelle, il y a les grossesses issues de viol. Le diagnostic de viol, ce n'est pas... Le médecin va constater et dire, c'est le procureur. On ne peut pas rester, nos médecins, dans notre bureau, dans nos 4 murs, pour dire, voilà ta grossesse issue de viol. Il y a plusieurs secteurs ministériels qui interviennent pour établir que cette grossesse, non seulement elle est non désirée, est-ce qu'elle remplit les conditions? Parce que ce projet de loi n'est pas ouvert à tout avortement. La preuve même qu'il y a une limite par rapport au thème de la grossesse. Comme dans la première loi aussi. Donc, ce n'est pas un truc qui est ouvert. Plusieurs ministères sectoriels. N'oubliez pas, l'ancienne loi, comme le nouveau projet de loi, ont tous encadré. Ils ont dit un décret sera pris en conseil des ministres pour définir les conditions opérationnelles de leur mise en application. C'est pour vous dire qu'en son temps, les ministères sectoriels qui devraient intervenir à établir celle-ci remplit tel critère, celle-ci remplit tel critère, vont se mettre ensemble. Et dans ce projet de loi, nous allons voir qui peut accéder ou qui ne peut pas accéder. Donc tout est sécurisé, c'est ce que vous voulez dire. Tout est sécurisé. Tout est sécurisé. Ce projet de loi n'est sécurisé. Ce projet de loi n'est pas ouvert à toutes les grossesses non désirées. Vient non seulement sécuriser la femme, mais aussi sécurise la loi. Ils ne sont pas ouverts. Mais les interruptions volontaires de grossesse de façon clandestine continuent malgré tout l'arsenal, tout ce qu'il y a jusque-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en travaillant à sécuriser davantage la chose dans le souci d'offrir davantage des services sécurisés à tout le monde, on risque de tomber encore dans les mêmes problèmes? Non, madame, je vais vous donner... On dit comparaison n'est pas raison. Je parlais tantôt du taux faible de la planification familiale qui, dans notre pays, est encore dessous de 18% en 2018. La Tunisie, qui est un pays,
on connaît leur tendance religieuse à légaliser l'avortement depuis bien plus de 8 ans. Le taux de prévalence que les Nations Unies nous demandent de ramener entre 55% et 65% d'ici 2030, la Tunisie, en décembre 2020, est déjà à 62%. Ça veut dire 10 ans avant l'échéance des Nations Unies, elle est déjà au rendez-vous. Autre statistique qui va vous intéresser, les pays qui ont légalisé l'avortement, je prends les États-Unis, le Canada, la France, et puis les pays de l'Europe, il y a un décès sur près de 4000 avortements faits. Quand je mets tout ensemble, l'Europe, les États-Unis, quand on met, il y a un décès sur 4000 avortements qui fait. En Asie, nous avons un décès sur 1500 avortements qui sont faits. Mais dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, nous avons un décès sur 16 avortements. C'est ça qui fait que 4 à 5 femmes béninoises meurent par jour ou en voulant aller donner la vie ou pour cause d'avortement. Vous laissez donc entendre que les pays dans lesquels la loi a été avortée, n'est-ce pas, il y a eu d'amélioration, les décès ont diminué. Les décès ont diminué dans les pays où la loi a été plus ou moins ouverte, même si elle n'est pas entièrement légalisée. En d'autres termes, le Bénin doit faire le même pas. Nous ne sommes pas en train de demander la légalisation de l'avortement. Nous voudrons qu'on élargisse les conditions d'accès de la femme qui a une grossesse non désirée pour pouvoir réduire le... On dit, elles sont 4 à 5 à mourir par jour dans notre pays. Pour une cause évitable. Prenons des tests qui favorisent la réduction de la mortalité maternelle. Lorsque ça n'arrive pas sur vous, on n'arrive pas toujours à appréhender l'ampleur du problème. C'est le jour où c'est une tante, c'est une soeur, c'est une cousine. Ou c'est votre fille. Ou c'est votre fille, vous dites, oh, seulement vous prenez la mesure de la situation. On va écouter Herman Aniambossou maintenant. Herman, comment vous appréhendez cette situation telle que décrite, je dirais, par Dr Raphaël Totonmen? Oui, j'ai pris du plaisir à suivre dans ces questions, nombreuses questions, pour me permettre de comprendre un peu le sujet, parce qu'il s'agit d'une question de santé publique aussi. Et là-dessus, le docteur a rappelé plusieurs fois le protocole de Maputo qui demande aux États partie de pouvoir prendre des conditions pour garantir l'accès aux services d'avortement aux femmes. Je pense, oui, que l'État est en train de jouer sa partition avec ce projet de loi, parce qu'on n'a pas de projet de loi, c'est l'État, c'est l'exécutif qui envoie le texte de loi au Parlement, qui est au Parlement de légiférer et donc de faire des débats autour pour encadrer un peu l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est là la grosse interrogation. Docteur Totonyo, son père est bon, son père est bon. Merci pour le conseil. Docteur Totonyo, il a également, il nous a donné sur ce plateau des statistiques. C'est-à-dire, une femme sur 5 meurt. C'est bien ça. Une femme sur 5 meurt, alors que les causes sont évitables. C'est-à-dire qu'il faut permettre à ces 4 autres femmes qui meurent, en fait. C'est bien ça. Est-ce que je me trompe aussi? Oui, une femme sur 5 peut accéder au service d'interruption volontaire de grossesse avec l'ancienne loi. Il y a 4 femmes sont privées. Il y a 4 femmes qui en sont privées. Il faut travailler à ce que donc je pense que tout dépend de comment est-ce qu'on organise un peu les débats. Tout dépend de l'expertise que eux aussi ils offrent aux députés afin que ceux-ci puissent légiférer, trouver les moyens, parce que c'est aussi ça. Je me rappelle, ça fait déjà à peu près 10 ans, je rentrais un soir à la maison et puis bon, j'ai vu l'attroupement à la clôture du cimetière P14 en la route de Ouida, et c'est une fille qui était au sol, elle est morte et puis ils l'ont déposée là. L'attroupement a fait que par la suite, je me suis renseigné, on m'a dit non, qu'elle vient de subir un avortement et que les gars, parce qu'elle est morte, on l'a déposée là et puis ils sont partis. Après on m'a dit qu'on a retrouvé le médecin ou l'agent de santé et tout qui a conduit la chose. Donc c'est comment on fait pour que des cas comme ça ne surviennent pas. Ça c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on ne voit pas, on n'en parle pas. Donc tout est à organiser, réorganiser. Dès lors que nous sommes partis à des accords, à des protocoles, il faut que le Bénin prenne les dispositions pour qu'on puisse être au rendez-vous. Auquel cas on est disqualifié, quoi. Alors Hakime, la question de l'avortement au Bénin, ça défraie la chronique. La question de l'avortement avec son corollaire de décès et autres, est-ce que ce n'est pas un sujet préoccupant de manière à ce que, je dirais, les États partis aux accords de Maputo et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples puissent prendre les mesures qu'il faut à sécuriser, sinon à sauver des vies? Non, ce n'est pas dit que des mesures ne sont pas prises. Peut-être qu'elles ne sont pas totalement efficaces ou peut-être qu'elles manquent. Elles donnent pas, les mesures ne donnent pas pour autant les résultats souhaités. Oui, les décès se multiplient, pour ne pas dire, ne sont pas réduits, ces décès. Tout à fait, c'est peut-être ce qui explique le fait qu'il y ait un projet de loi
qui aujourd'hui fait objet de débat au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on aurait fait l'état des lieux et qu'on se rendrait compte qu'il y a des femmes qui ne sont pas bénéficiaires des soins de santé sécurisés dans la dynamique, je dirais, de leur assurer une certaine aisance sanitaire. Dans l'un des cas, quand vous entendez le docteur Raphaël, vous vous rendez compte que ce n'est pas que les intentions ont manqué, les intentions beaucoup ont existé. Si on a accepté les accords de Maputo, c'est parce qu'en réalité, eh bien, on avait l'intention de sécuriser la gente féminine. Donc, il y a des intentions qui ont été révélées. Par la suite, ce dont on est tous, je dirais, conscients, et Emmanuel nous a souvent apporté la preuve, ce sont les décrets d'application des différentes dispositions qui sont prises. On se rend compte que, eh bien, on prend une loi, mais le décret d'application de la loi, ça met du temps. La loi est prise à une année X, et le décret d'application intervient à une année X plus 5 ou X plus 10. Pourquoi est-ce qu'on a affiché l'intention du vote de la loi, et pourquoi est-ce que, eh bien, qu'est-ce qui bloque pour qu'il n'y ait pas des instruments de mise en application de ces différentes dispositions? Pourquoi attendre que les dégâts s'accumulent avant peut-être d'ailleurs, on ne finit pas se demander, mais pourquoi est-ce qu'on élabore suffisamment de lois pour ne pas les éprouver? On ne les éprouve pas, mais 2 ou 3 ans plus tard, on se retrouve encore pour penser à une autre loi, on les met, on les vote, mais on n'avance pas. Le projet de loi actuellement sur la table des députés, j'avoue que si on avait déjà pris des décrets d'application pour les lois précédentes, c'est sûr qu'on aurait déjà trouvé le modus et qu'on aurait déjà avancé d'un pas. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Je crains que ce soit encore un projet, que ce soit encore une loi de trop. Le docteur Raphaël, avec toute l'expérience qu'il a, c'est qu'il nous retourne à des années en arrière, 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière. Et donc, du coup, la question reste tout entière. Qu'est-ce qu'on fait pour que les lois qui sont votées puissent bénéficier des degrés d'application afin que, après 1 an, 2 ans, qu'on puisse faire le point à moyen et puis d'accord, il va répondre à votre question tout à l'heure. En gros, c'est un problème de santé, c'est un problème crucial. Tout le monde en est conscient. Seulement que les pesanteurs dont tu as parlé de docteur, on ne peut pas, je dirais, les balayer de revers de la main. Ça reste, je dirais, des éléments fondamentaux du frein de la mise en application de ces différentes dispositions. Aujourd'hui, si on en arrive à dire que, eh bien, les interruptions volontaires de grossesse sont légalisées et consorts, vous entendrez certaines obédiences religieuses vous diront que, mais attention, l'enfant n'a pas demandé à naître. Dès qu'il est conçu, c'est qu'on a su alors sa vitalité jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et donc, ça commence par poser un problème, je dirais de rapport, ou plutôt de conflit entre la loi et puis les conceptions religieuses. Et ça, j'avoue que ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas. Alors, quand vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale, il a donné le ton. Oui, donc, il a donné le ton et puis ça fait débat. Le docteur Raphaël va répondre tout à l'heure, mais je vais permettre à Zakiat, n'est-ce pas, de donner son appréciation sur ce qui se dit autour de cette question, des questions d'avortement et qui implique même des médecins. Lorsqu'on parle même des questions d'avortement volontaire ou involontaire ou clandestin, il n'y a que des moments donnés, les médecins spécialistes de la question sont souvent impliqués, Zakiat Latunji. Oui, des médecins sont impliqués, ce n'est pas toujours des médecins spécialisés de la question. Et c'est ce qui fait qu'on remarque des difficultés par la suite. Peut-être l'exemple que Herman a donné tout à l'heure, peut-être que le médecin n'est pas le spécialiste de la chose. Parce que pour ce que je sais, même quand on est médecin, quand on sort médecin, il y a encore des formations spécifiques pour pratiquer un avortement sécurisé. Docteur Totoyon peut apporter des clarifications par la suite. Et donc, il y a des médecins qui sont spécialisés pour ça. Pourquoi on le fait dans un environnement hospitalier? Pourquoi on appelle ça sécurisé? C'est pour éviter qu'il y ait des dommages. Et que cette femme-là puisse toujours avoir sa santé et par la suite, et même s'il y a dommage que ça puisse être encadré normalement et permettre à cette femme ou offrir toutes les chances possibles à cette femme de garder par la suite une autre grossesse et donc d'avoir un enfant. Et le gros problème aujourd'hui, moi je pense que ça se trouve autour des questions d'avortement clandestin il y en a beaucoup et qui créent énormément de conséquences pour la population. Mais en allant vers un projet de loi et tout, c'est d'arriver à réfléchir et à intégrer des éléments qui canalisent un peu la chose pour que finalement, la crainte des uns et des autres ne se reflète pas dans la pratique. Parce que si on dit, OK, c'est bon, c'est légalisé,
on risque d'ouvrir la porte à du n'importe quoi. Et donc, je crois que c'est la grosse inquiétude dans la communauté aujourd'hui, qu'on ne dise pas que, bon, on peut, vous voyez un peu, déjà c'est difficile quand vous retrouvez avec une grossesse non désirée, d'aller à l'hôpital pour dire, bon, je veux interrompre cette grossesse. Il y a cette conception également dans alors qu'il y avait possibilité, comme le disait le docteur, d'éviter. Donc, il faut travailler sur l'avant. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter justement qu'on en arrive à une grossesse comment on va guérir. Alors, docteur, ce serait le dernier tour de table. Le temps est passé. Allons-y, docteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, madame la journaliste, pour cette opportunité que vous offrez. Et puis, depuis, on ne parlait que des décès des femmes liées à l'avortement clandestin. Il y a beaucoup d'autres invalidités que les avortements clandestins provoquent. Un avortement clandestin, où on amène la fille à l'hôpital avec un utérus gangréné, une jeune fille de 16 ans, de 18 ans, qui n'a jamais accouché. Son utérus est gangréné. Le médecin, le gynécologue, a deux choix. Ou on lui enlève l'utérus, ou bien on laisse l'utérus, et quelques minutes après, elle est bien pour être conduite à la morgue. Donc, les avortements clandestins ont aussi des conséquences, comme les gangrènes de l'utérus, ou parfois l'utérus est même perforé. Les apprentis sorciers, qui ne sont pas des médecins, ils ne sont même pas infirmiers, ils ne sont même pas sages-femmes. C'est des aides-soignants pour la plupart. Je ne suis pas en train de stigmatiser, mais c'est ce que la pratique courante a montré. Mais ils viennent salir la corporation. Ils viennent salir la corporation. Donc, à ces jeunes filles, dont l'utérus est enlevé pour cause de gangrène utérus liée à l'avortement clandestin. Qu'est-ce que vous dites des avortements font que la femme, plus tard, elle devient stérile toute sa vie. Ça, vous en savez quelque chose? Elle peut pratiquer même un seul avortement clandestin. Jeune fille. Quand elle était élève, d'accord, maintenant, elle a fait l'université, elle a un bon mari, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, elle ne trouve pas, elle tombe enceinte. On remonte dans les causes, c'était le seul avortement qu'elle a fait dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez pour ces femmes? Le Bénin veut répondre à toutes ces évalités provoquées par les avortements clandestins. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Quand ça n'arrive pas sur vous, on n'arrive pas à apprécier l'ampleur de la chose. Quand vous avez votre fille qui a réalisé, a fait un avortement clandestin à votre insu, et qui, majeure, a un très bon mari, elle est véhiculée, elle a sa maison, 5 ans, 10 ans, elle tombe enceinte, et puis quand on fait toutes les analyses, on retrouve dans son passé un avortement clandestin qui est à la base de ça. Que direz-vous? Aujourd'hui, vous êtes opposant. C'est un peu de cela qu'il s'agit. D'accord. Bon, et nous pensons que l'ensemble des organisations de la société civile doit continuer la sensibilisation, informer la population sur le bienfait de ce projet de loi introduit par le gouvernement. Et ce projet de loi n'ouvre pas l'avortement à tout venant. Je vous ai donné la définition de l'IVG. Selon l'OMS, c'est jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée. Mais dans ce projet de loi, le gouvernement s'est arrêté à 12 semaines. C'est dit déjà même que le gouvernement met déjà des freins, même par rapport au standard. Donc on est à 3 mois en fait. Non, 2 mois. 2 mois, juste 2 mois de semaine ou 2 mois et demi, pas plus. D'accord. Alors que même l'OMS va jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de freins sont mis dedans. Ce n'est pas un truc qui est ouvert à tout venant. Vous avez votre grossesse, à 3 mois et demi, 4 mois, vous venez avec votre mari, nous ne pouvons pas garder. Vous n'êtes pas éligible. Ce projet de loi ne peut pas accéder à ça. Il y a des conditions. C'est encadré. D'accord. Beaucoup encadré. Beaucoup de choses à dire sur cette thématique de ce matin. Zakat Latoundji, merci. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ça soit suffisamment encadré. Oui, suffisamment encadré. Hakim Seydou Seni, Emmanuel Niambossou, Raphaël Tonton-Mem, merci beaucoup. Tonton-Yon, voilà. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Je rappelle, vous êtes médecin épidémiologiste et puis coordonnateur du projet de plaidoyer avec le Collège national des gynécologues obstétriciens. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. On va faire venir par ici un promoteur, sinon un conseiller clientèle à Canal Plus Bénin. Son nom est Loge Soma Diagbi, n'est-ce pas? Il viendra nous dire la nouveauté au niveau de Canal 3, au niveau de Canal Plus ce mois d'octobre. Mais avant, en immersion, c'est la rubrique signée Ouliat Sanoussi. C'est un spécialiste du marquage qui nous accueille aujourd'hui dans son atelier. Aurel Dagba, bonjour. Bonjour, Madame Ouliat. Vous êtes spécialiste du marquage, mais
plus focalisé sur la gravure sur bois et du cuir. Effectivement. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Alors, déjà, il faut dire que la gravure sur bois est une technique qu'on appelle généralement de la pyrogravure. C'est une technique qui permet en fait de pouvoir graver directement sur du bois sans qu'il n'y ait une autre surcouche en fait. Alors d'où est née cette passion? Il faut dire déjà que je suis un grand passionné du bois, je suis un passionné de tout ce qui est menuiserie et autres. L'autre chose, c'est que j'ai remarqué que généralement, même quand on prend nos menuisiers de manière conventionnelle, il y en a par exemple qui réalisent de super meubles, mais qui n'arrivent pas, par exemple, à poser leur signature, à poser leur marque dessus, de sorte à ce que quand moi je me retrouve un jour en face de ce meuble-là, je ne peux pas remonter. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, oui, c'est tel atelier, c'est tel menuisier qui l'a confectionné. Vous voyez, il y a ce souci-là de personnalisation. J'ai envie d'offrir du vin à quelqu'un. Voilà, vous avez des questions déjà tout près, en fait. On personnalise également. Donc en général, il faut dire que c'est pour répondre à une demande dans tout ce qui a trait à cadeaux d'affaires et cadeaux d'entreprise. Aujourd'hui, on est là pour voir un peu ce que vous faites. Qu'est-ce que vous nous proposez? Aujourd'hui, nous allons réaliser un de nos classiques, je dirais. C'est des tableaux portraits, mais qui sont gravés, avec une photo ou un petit message pour accompagner cela. Donc nous irons tout de suite à la découverte de ça. Et c'est ce que je vous propose. Nous allons essentiellement utiliser déjà le bois, parce que c'est notre matière de base. Un petit rappel, il faut dire qu'il y a différents types de bois, et donc c'est en fonction de la finalité, c'est en fonction de ce qu'on veut en faire au finish, qu'on décide d'aller sur tel ou tel type de bois. Là, tout de suite, vous voyez, c'est du mélina. C'est du mélina béninois, c'est un bois de chez nous. Et voilà, donc nous allons tout de suite le travailler. On est à l'étape de réalisation. Qu'est-ce qui va se faire à présent? Là, nous sommes à l'étape de la prise de mesure. On s'assure quand même que la tranche qu'on aura à travailler soit une tranche de bonne qualité. Parce qu'il arrive des fois aussi que lors du transport du bois et du dépôt, que ça s'effrite par endroit. Donc on sélectionne les meilleurs endroits. Et c'est cette tranche-là en fait que nous allons travailler tout de suite pour la rendre meilleure et utilisable pour la gravure. Voilà le bois qui est coupé. Et qu'est-ce qu'il va faire à présent? Après qu'on ait découpé la tranche qui nous sera utile pour réaliser tout à l'heure notre tableau, on va faire un ponçage du bois. On va le polir en fait, de sorte à ce qu'on puisse retirer tout ce qui est débris là-dessus et avoir une meilleure qualité de bois. Vous remarquez que déjà au toucher, c'est bien mieux. Et voilà, les veines sortent beaucoup plus. Et voilà, là on l'a presque déjà apprêté pour passer à la prochaine étape, l'étape de la gravure proprement dite. D'accord, on va y aller. Nous voici devant l'ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer ici? À cette étape, on fait le traitement d'image, le traitement des tests. Et en fait, tout ce qu'on utilisera en fait pour la gravure. Alors, Madame Oliat, je vous présente un peu le résultat final de la gravure. Le tableau, il est très beau. Bien, merci bien. Vous remarquerez qu'il y a assez de détails.
et on grave vraiment la matière en fait, de sorte à ce que ça ne puisse pas s'enlever avec le temps. Aurel Dagba, on vous a réalisé tout à l'heure un tableau. Oui. Dites-nous, quels sont les autres articles que vous réalisez ici? On réalise beaucoup d'autres articles. On a également d'autres articles qui sont beaucoup plus entreprises, je dirais. C'est vrai que ça fait également particulier. Ce sont quoi? Ce sont des blocs-notes, mais des blocs-notes intelligents. Intelligents parce que là-dessus, vous avez déjà au niveau du fermoir, vous avez une clé USB, vous avez à l'intérieur des places pour tout ce qui est carte de visite et autres. Vous avez le bloc-notes en lui-même, mais ajouté à tout ça, vous avez un power bank qui est intégré. Comment ça s'utilise? Alors, l'usage est très facile. Il suffit juste d'un smartphone, d'un téléphone. Et oui, pourquoi pas. Rapidement, je fais une petite démonstration. En fait, on a toutes les sorties. On a Android, on a iPhone, on a USB-C. Donc, vous choisissez en fait lequel est compatible avec votre téléphone et hop, vous le connectez. Et systématiquement, ça commence à prendre la charge. Et hop, vous choisissez de comment vous disposez dessus. Et voilà un peu. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le métier? En termes de difficultés, il y a un problème de manque de matières premières, parce que c'est ça qu'on transforme pour avoir un résultat final. Et également, tout ce qui est industrialisation, je pense qu'on en souffre un peu. Est-ce que le métier vous permet de vous épanouir? Je dirais oui, ça nous permet de nous épanouir parce que c'est un travail passionnant déjà et de plus en plus la demande se fait et non, je pense qu'il y a de belles perspectives. Nous offrons des formations qui tournent essentiellement sur les métiers de l'artisanat. Donc on a choisi de commencer ces formations-là en mettant en lumière beaucoup plus la menuiserie, vu que déjà à la base, ça fait corps à tout ce que nous faisons, vu qu'on travaille beaucoup le bois ici. Donc effectivement, il y a des personnes qui sollicitent des formations auprès de nous, qui veulent apprendre un métier, non seulement un métier, mais un métier qui leur permettra d'en vivre en fait. Nous faisons des formations entre 6 et 1 an. D'abord, quels sont vos projets et ambitions? Nos projets, ils sont grands, les ambitions sont grandes également. Déjà, c'est d'arriver dans un premier temps à limiter tout ce qui est importation d'articles publicitaires. Et aujourd'hui, l'ambition en fait, c'est déjà un tant soit peu de dire que sur place, vous avez ce que vous aurez, que ce soit en Turquie, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe et tout ce que vous voulez. Donc c'est déjà ça, et faire comprendre aux gens en fait par le travail au quotidien que la qualité y est. Merci Madame Ouliat de cette occasion que vous nous offrez, de mieux nous présenter et de présenter également tout ce que nous faisons ici à Marrakech, Bénin. Merci à votre chaîne également, Canal 3, pour cette tribune que vous nous offrez. Et j'oubliais en fait, nous avons une toute petite surprise pour vous, en fait, que je vous remets déjà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Eh bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain. Voilà, notre page commerciale maintenant, destination Canal Plus Bénin. Eloge Soma Diagbi, bonjour. Bonjour, monsieur Vinay. Merci d'être venu sur Canal 3 Bénin. Bienvenue à Canal 3 Bénin, bienvenue sur Arthur Matin. Merci. N'est-ce pas, vous êtes conseiller clientèle à Canal Plus. Vous avez, je dirais, autant de surprises pour vos abonnés ce mois d'octobre. Quelle est la nouveauté en ce moment? Oui, depuis le 30 septembre dernier, Canal Plus s'est enrichi de plusieurs chaînes. Nous avons la chaîne Canal Plus qui devient Canal Plus Première, Canal Plus Comédie qui devient Canal Plus Pop. Et nous avons également l'instauration d'une nouvelle chaîne, Nathan TV, qui est la première chaîne éducative en français. Elle permet l'encadrement des enfants de CE1 au CM2 en français et en mathématiques, suivant le programme en cours.
C'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec Nathan TV dont vous parlez, avec Nathan TV, c'est la classe à la télé. D'accord. Il y a possibilité donc aux enfants de suivre l'enseignement qui est donné. En direct, bien sûr, qui est donné, bien sûr. Le contenu, c'est quoi exactement? Le contenu, c'est le déroulement du cours. C'est pas le cours se fait en direct. En direct. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant. Il y a un enseignant, il y a les élèves, il y a les apprenants. Et ça se passe comme si c'était dans une classe. Pour différentes classes? Pour différentes classes, il y a les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. D'accord. Alors, les surprises se multiplient de jour en jour. Les surprises actuelles, c'est quoi au niveau de Canal+? En plus des chaînes, de ces chaînes-là, nous avons également d'autres offres. Et nous avons également le lancement de 2 options, bien sûr. Il y a l'option English Basic et l'English Plus. L'option English Basic contient 8 chaînes et c'est à 5 000 francs le mois. Et ça contient des chaînes comme M-City, Telemundo, C-World, M-Epic, Africa News, Nickelodeon et Nickelodeon Junior. L'option English Plus est à 13 000 francs le mois. Elle contient en plus des chaînes de l'option English Basic, d'autres chaînes comme Super Sport, Première Ligue et Super Sport La Liga, qui diffusent les matchs de la Première Ligue, de la Liga, du Champions League, de l'Europa League et les matchs internationaux. Tout ce qu'il y a en termes de sport. Bien sûr. Notons également que ces 2 options sont accessibles à partir de Access, qui est l'abonnement de 5 000 francs, est disponible uniquement sur les décodeurs 7K, c'est-à-dire les nouveaux décodeurs. C'est ça. Bien sûr. Alors, quels sont les programmes à l'heure actuelle? Canal+ a concocté de programmes très alléchants pour ses abonnés en ce mois d'octobre. Nous avons par exemple le programme éducatif. Nous avons également sur A+, les coûts de la vie, saison 2. Vous avez également sur Canal+ Pop, le Parlement de riz, sur Canal+ Première. On a de quoi se distraire là. Bien sûr. Hein. Sur Canal+ Première, vous avez Mandia qui est une nouvelle série. Vous voyez, donc le mois d'octobre est un mois très riche pour les abonnés Canal+. D'accord. Ça va s'arrêter au mois d'octobre? En novembre, on n'aura rien? Bien sûr, hein, Canal+ innove tous les jours. Hein, vous voyez, juste pour pouvoir satisfaire sa clientèle. C'est-à-dire que les surprises vont se poursuivre? Il y aura d'autres choses? Bien sûr. Il y aura d'autres choses et d'autres mois, bien sûr. On s'interroge maintenant pour savoir comment on s'abonne au niveau de Canal+. Bien sûr. Pour s'abonner ou pour se réabonner, nous avons nos différentes agences sur toute l'étendue du territoire national. Il y a également les autres canaux de réabonnement. MTN en tapant étoile 880 et dièse puis 5. Move en tapant étoile 855 étoile 5 3 dièse. Vous pouvez également appeler le service call center au 70 55 ou appeler les numéros 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01 et vous serez immédiatement servi. D'accord. Oui. Alors, je vais partager avec vous l'inquiétude de quelques-uns de vos abonnés. Apparemment, avec les réabonnements pour les réseaux Move et MTN, il y a souvent de ces difficultés. Ils se plaignent de ce qu'ils se réabonnent. La défalcation est faite, mais le réabonnement ne vient pas. Chez qui ou à qui se plaindre? Bon, normalement, ce souci, c'est au niveau des réseaux. Parce que là, c'est Canal+ qui est indexé. Vous avez pleinement raison, parce que c'est un réabonnement Canal+. Mais ce souci se pose souvent au niveau des réseaux. Mais c'est seulement de rappeler le réseau et le réabonnement est restitué immédiatement. D'accord. Alors, votre mot de conclusion, très rapidement. J'invite la population béninoise et surtout les parents d'élèves à s'abonner ou se réabonner pour faire profiter à leurs enfants, surtout la chaîne Nathan TV qui est destinée à eux. Et j'invite également la population à aller sur à goûter au moins les 2 options, l'option English Plus et l'option English Basic, qui sont des options très intéressantes. Je profite également pour dire qu'actuellement le décodeur est à 1 000 francs à partir d'Évasion Plus et 5 000 francs à partir d'Évasion.
Très bien. Oui. Et les installations, qui les fait? Bien sûr, l'installation, c'est... Si vous prenez un décodeur à partir d'Évasion Plus, l'installation est gratuite. C'est Canal Plus qui prend ça en charge. C'est-à-dire Canal Plus envoie ses techniciens bien qui sûr, vous font l'installation gratuitement. D'accord. Et à quel moment l'abonné doit lui-même débourser pour payer? À partir d'Évasion, s'il fait il paie un décodeur à partir d'Évasion, il débourse 4 000 francs actuellement. 4 000 francs. Bien sûr. Qu'il payera au technicien qui va faire l'installation. Canal Plus prend en charge 1 000 francs. 1 000 francs. Oui. D'accord. Eloge Soma Diagui, merci d'être venu sur Canal 3 Bénin. Vous êtes conseiller clientèle à Canal Plus. Canal Plus Bénin avec vous. Donc, on a connu les nouveautés, les nouvelles offres que nous apporte Canal Plus Bénin. Merci. Eh bien, on va jeter un coup d'œil du côté de la régie pour prendre le compte rendu, sinon le résumé de l'actualité tel que vu par nos collègues de la presse écrite. Résumé signé Asiomo Kanya Asiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. De la poudre d'héroïne retrouvée dans la valise d'un individu appréhendé à Cotonou en provenance d'Afrique du Sud, écrit ce jour Bénin Intelligent, qui révèle que l'information a été rendue publique le lundi 18 octobre par le procureur spécial près la Criette et l'homme Mario Méton, où le journal relate les conditions d'interpellation et écrit que le mardi 12 octobre 2021, un peu après 15 heures, le sieur Touré Abdelkader a été interpellé au quartier Tokplébé dans le premier arrondissement de Cotonou en compagnie de 3 autres personnes par l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs. Et tout comme Bénin Intelligent, le Grand Matin ajoute qu'il y a eu l'arrestation de 10 personnes impliquées dans le trafic, parmi lesquelles 6 fonctionnaires de police et des eaux et forêts en service à l'aéroport international de Cotonou et qui sont complices. Le journal poursuit pour écrire que la guerre est déclarée aux trafiquants de drogue et se poursuit avec succès sous le régime du président Patrice Talon. Sale temps donc pour les dealers, affiche le journal Fraternité, pour lequel les trafiquants de stupéfiants n'ont plus le sommeil léger. Traqués jusque dans leur dernier retranchement, ils voient leur système démantelé grâce à la détermination des services de répression. Ces éléments ajoutés au précédent montrent à quelle enseigne le Bénin affiche sa détermination à lutter contre ce trafic qui détruit des vies. La répression enclenchée est le signal le plus évocateur de ce que désormais les trafiquants de stupéfiants ne sont pas les bienvenus en terre béninoise. Tolérance zéro face aux dealers, titre La Nation, qui insiste pour écrire que la traque aux dealers se poursuit sans répit. Après le dossier des 2,5 tonnes de cocaïne, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Méton, confirme l'interpellation de 10 personnes dans une nouvelle affaire de trafic de 10,5 kg d'héroïne. Au regard de tout ceci, note le journal, il convient de saluer l'efficacité de la politique du Bénin en matière de lutte contre le trafic de drogue. Le Bénin enchaîne les succès dans sa chasse aux trafiquants, renchérit l'autre quotidien, pour lequel le gouvernement a déjà pris ses responsabilités et continuera de traquer ou de repousser bien loin de ses frontières les trafiquants de stupéfiants de tout acabit. Foin des conjectures qui ternissent l'image du Bénin. Le journal Fraternité écrit que le Bénin a pris part à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba les 14 et 15 octobre 2021. En marge des travaux de cette session, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a eu d'intenses activités diplomatiques marquées par des rencontres bilatérales avec notamment ses homologues du Nigeria, de l'Éthiopie, du Gabon et le président de la Commission de l'Union africaine. Et puis Bénin Intelligent informe que le gouvernement, à travers l'Agence nationale de la protection civile, a démarré le jeudi 14 octobre la distribution de vivres et de non-vivres aux victimes des inondations et des aléas climatiques dans 25 communes du Bénin. Au total, plus de 70 000 sinistrés des inondations bénéficieront de cet appui et, selon Le Matin, cette assistance humanitaire offerte aux victimes des inondations et autres aléas
par le gouvernement est composé de sacs de riz, bidons d'huile, cartons de sardines, nattes, moustiquaires, sacs de maïs, sacs d'haricots, cartons de pâtes alimentaires, gilets de sauvetage, paquets de tôle et paquets de pointe. Dans la même dynamique d'appui, renseigne l'autre vision, les écoliers de l'école primaire publique de Ibere au Keita, située dans l'arrondissement d'Ahoyeye dans la commune de Poubet, peuvent désormais avoir accès à une bibliothèque flambant neuve pour y découvrir le trésor caché dans cet univers livresque riche en documents et manuels didactiques. Ce joyau d'un montant global de plus de 5 millions de francs CFA, entièrement construit et équipé sur fonds propres par le Rotary Club Cotonou Étoile, a été officiellement remis aux bénéficiaires le samedi 16 octobre 2021 sous la coupole de la présidente du club, Jocelyne Hueto, en présence des Rotariens, du corps enseignant et des responsables de l'administration locale. Un constat de l'économiste du Bénin, le Bénin sort de plus en plus la tête grâce à sa politique de gouvernance publique. Une série d'actions initiées ont été mises en œuvre pour la réduction de la pauvreté. Les inégalités sont de plus en plus réduites au Bénin. La victoire sur la pauvreté est en bonne voie car de plus en plus le Bénin se porte mieux, du moins ces derniers mois, qu'il y a de cela quelques années en arrière. C'est ce qu'il convient de retenir de l'analyse du ministre d'État chargé du plan, du développement et de la coordination de l'action gouvernementale à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, célébrée le dimanche 17 octobre 2021, selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Enfin, le pays émergent parle de ce qu'à peine porté sur les fonds baptismaux, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin s'active déjà sur le terrain. Il était question pour les membres de la délégation, au cours de l'audience avec le ministre des Sports Osvaldo Meki, de présenter à l'autorité les objectifs, autrement dit la vision de l'UNFPB. À en croire le journal, après avoir félicité les membres du bureau pour l'initiative, Osvaldo Meki a réitéré son soutien et celui de tout le gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon a accompagné toute action allant dans le sens du développement et de la promotion du football béninois. Merci d'avoir été à l'écoute. Voilà, Actu Matin, stop et fin pour ce mardi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 11h tout à l'heure, vous aurez un autre numéro du bulletin. À 13h, la grande édition de la mi-journée. Allez, portez-vous bien.